Bonjour professeur. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de la conférence de Fumban en Oui. 1961. Oui. Alors, première question professeur. Dites-nous, quels étaient les objectifs même de ces assises? Quel était le but de la conférence de Fumban? La conférence de Fumban qui a eu lieu en juillet, n'est-ce pas, 1961, est née du fait que le plébiscite, je dis bien le plébiscite du 11 février 1961 est à l'origine de cette conférence. Vous savez, au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors, comme les Alliés avaient gagné la guerre, toutes les possessions allemandes d'outre-mer, comme le Cameroun, devraient devenir des proies ou la proie pour la France et l'Angleterre. Le Cameroun, qui était une possession allemande, a été inégalement réparti en 3 portions. Il y avait le Southern Cameroun, le Northern Cameroun et le Cameroun oriental. Le Cameroun oriental devient donc indépendant en 1960, le 1er janvier 1960. Et à partir du moment où le Cameroun oriental était indépendant, la question de réunification se posait avec beaucoup d'acuité. Et c'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies de l'époque a organisé un plébiscite pour la partie anglophone. Il était question soit de leur attachement au Nigeria, où les Anglais étaient déjà là-bas depuis belle lurette, ou rejoindre la mère patrie, puisque ces 2 portions, Northern Cameroun et Southern Cameroun, appartenaient, n'est-ce pas, au Cameroun oriental, avant donc la guerre de 14-18. Bien, qu'est-ce qui s'est passé à Fumban? Alors, lorsque la partie, n'est-ce pas, celle qu'on appelait le Southern Cameroun, a opté dans sa grande majorité pour son rattachement au Cameroun oriental, voilà, il était question de voir comment les 2 entités vont évoluer ensemble. Donc, tout le gouvernement camerounais, à l'époque le président Amadou Ahidjo, John Foncha, qui était responsable du rattachement de la zone anglaise à la mère patrie, ont décidé, après beaucoup de réunions, de venir faire la conclusion à Fumban. Comment on va vivre ensemble à partir du moment où le Southern Cameroun a opté pour son rattachement au Cameroun. Le Northern Cameroun avait décidé de rester avait opté pour, n'est-ce pas, le Nigeria. Alors, pour mieux vous faire comprendre exactement, vous voulez savoir le but, les raisons pour lesquelles la réunion s'est tenue à Fumban, n'est-ce pas? D'abord, il fallait revoir la Constitution. À Fumban, on a modifié la Constitution, puisque la frontière devait être modifiée. La frontière de la République du Cameroun n'était plus celle qui était en 1960. Comme on a ajouté la partie anglophone, il fallait donc, n'est-ce pas, modifier, retoucher la Constitution et modifier la frontière. Je pense que quelquefois les gens se trompent. Il n'était pas question, ce n'était pas une nouvelle république. Je dis bien que Fumban, c'est à Fumban qu'on a
reviser la Constitution parce que la frontière devrait être modifiée. Et cette modification, n'est-ce pas, de la frontière, avec un peuple qui s'est rattaché au Cameroun, à la République du Cameroun, n'est-ce pas, devait donner naissance à un nouveau régime qu'on appelait la République fédérale du Cameroun. Donc la République fédérale du Cameroun est donnée en octobre 1961, avec un président de l'État fédéral, n'est-ce pas, assisté d'un vice-président qui était Njongou Foncha. Mesdames et messieurs, nous allons observer la toute première halte de cette émission. Nous vous proposons de suivre cet élément. On se retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. A tout de suite. Voici le bâtiment de la réunification du Cameroun. C'est ici qu'avait eu lieu en 1961 la conférence de Fumban, réunissant autour d'une même table leaders anglophones et francophones des deux Camerouns oriental et occidental. C'est à l'issue de ces assises que va naître la République fédérale du Cameroun, avec comme pour président Amadou Ahidjo et comme vice Njongou Foncha. Décidé et adopté en consensus entre les délégués du Southern Cameroun et ceux du Cameroun francophone. Les travaux de la conférence de Fumban s'est bien déroulé, puisque après la conférence de Fumban, vous le connaissez, les deux parties du Cameroun s'est réunifié. Donc le 1er octobre 1961, on parle donc de la réunification du Cameroun. Et c'est même pour cela que Fumban aujourd'hui est comme le ciment de l'unité nationale. Là-bas sont exposées les effigies des participants à cette assemblée comme Bernard Folong, Charles Assali, Salomon Tandemouna, Njoya Aruna, Jimolou Sedou. La liste est longue. Ce bâtiment est un moment d'histoire de la constitution du Cameroun et l'évolution même simplement de la République du Cameroun aujourd'hui. Et donc ce bâtiment est devenu ce que nous appelons un patrimoine national, un patrimoine matériel national. Cependant, Fumban fait face aux problèmes des routes, d'électricité et d'accès à l'eau potable. 1961, la paix règne au Cameroun. Le vivre ensemble est une réalité au Cameroun. Mais Fumban, qu'en est-il de Fumban, qui jadis était cet havre de paix, du vivre ensemble? Est-ce que nous allons nous limiter au mot vivre ensemble et paix? Tout cela doit se transformer en comportement, en développement infrastructurel. On devait voir un monument de la réunification à Fumban. On pouvait également voir des routes. On pouvait également voir même une université à Fumban. Pourquoi pas d'autres institutions? Pourquoi ne pas peut-être développer Fumban pour avoir Fumban 1, Fumban 2, Fumban 3? Évidemment, c'est à Fumban qu'a eu lieu la conférence pour la réunification de deux Cameroun. Et certes, il y a un bâtiment historique au lycée classique de Fumban qui matérialise cet événement. Mais les populations de Fumban attendent beaucoup mieux que cela. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, nous manquons un monument qui marque vraiment l'unité, un monument commun propre à tout le Camerounais. Il devait être implanté à Fumban pour marquer cette histoire. Rappelons que ce bâtiment qui avait abrité la conférence constitutionnelle de Fumban en 1961 a été réhabilité par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'était dans le cadre de la célébration des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun. Il est désormais ouvert au public. Votre fidélité nous honore. Vous regardez par ici la vérité. Et aujourd'hui, nous parlons de la conférence de Fumban. Et comme invité, nous recevons le professeur You Amadou. Alors, professeur, tout à l'heure, nous parlions de l'État fédéral. Est-ce que vous pouvez revenir sur les acteurs même de la conférence de Fumban? Qui étaient les principaux acteurs? Oui. Et ensuite, nous parler
de l'État unitaire jusqu'après l'État fédéral, le Cameroun va évoluer vers l'État unitaire. Mais avant, est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux acteurs de la conférence des assises de Fumban? En 1961, j'avais l'impression que Fumban était devenu la capitale fédérale du Cameroun, puisque Jean-Goul Foncha était là, avec les Effions, le Nzou et Kangaki, le docteur Fonlon, les Moukete, les Tagbi, et du côté francophone, il y avait Njoy Aruna, le président Amadou Aïjo, le sultan Seydou, Sopo Priso de Douala, Charles Assalé. Vous savez, Charles Assalé, nous les avons vus ici à Fumban. Il y avait, n'est-ce pas, Okala Charles, Okala Charles, je crois, de Bafia. Puis, vraiment, disons, oui, j'étais à l'époque, je passais en classe de 4e, mais on ne nous avait pas défendu d'être dans la cour. Je n'étais pas dans la salle, mais j'étais dans la cour. Oui, toute l'élite anglophone était là, avec l'élite francophone. Ils ont donc examiné la Constitution et modifié pour reviser. Alors, je voudrais attirer l'attention de la jeunesse sur un point. À Fumban, Foncha était pour le parlementarisme, c'est-à-dire un régime où, après les élections générales des députés, alors le chef de parti qui arrive en tête est automatiquement Premier ministre. Mais ce qui nous a surpris, et vous allez chercher les archives, la délégation anglophone a demandé que le président, n'est-ce pas, de l'État fédéral soit élu au suffrage universel, ce qui devrait normalement augmenter la charge du président. Je ne sais pas pourquoi les anglophones, la délégation anglophone a demandé qu'on élise le président fédéral au suffrage universel, sachant que le président élu par la nation sera beaucoup plus fort que s'il était, n'est-ce pas, investi par l'Assemblée nationale. Voilà déjà un point sur lequel vraiment j'insiste, parce que beaucoup a été dit qu'on a floué les anglophones, qu'on a trompé les anglophones. Je répète encore ici que les anglophones, la plupart de ces hommes-là, par exemple le chef Moukete était déjà ministre dans le gouvernement du Nigeria. Ndele aussi, Ndele était aussi là à Fumban. Donc des grands hommes comme ça, qui étaient formés dans des universités d'Oxford et de Cambridge. Je ne pense pas qu'on pouvait vraiment tromper des hommes comme ça. C'est Okala Charles, par exemple, avait été ministre des Affaires étrangères, mais il avait pour base le BEPC, le BE de l'époque. Et puis Amadou Aïja avait fait l'école primaire supérieure, c'était un agent de PTT. Vraiment, si je vous cite. Et puis Charles Assalé était un syndicaliste. Vous voyez, des gens qui étaient vraiment, qui manquaient beaucoup de... Oui, mais c'est les anglophones qui avaient de l'expérience politique. Alors, dire qu'on les a trompés à Fumban, c'est faux et archi faux. Alors, l'État fédéral sera donc né en 1961, en octobre 1961. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y avait 3 gouvernements. Un gouvernement fédéral, chapeauté par Amadou Aïjo et son vice-président, et puis des États fédérés. Et à la tête de chaque État fédéré, il y avait un Premier ministre avec son gouvernement. Les ministres de l'État fédéré, on les appelait les secrétaires d'État. C'est seulement dans l'État fédéral qui avait les ministres. Vous voyez, une jeune nation comme ça, avec 3 gouvernements, vous comprenez? Et puis,
Et chaque État fédéré avait sa législature. Il y avait la Chambre des représentants, on appelait leurs députés les représentants. Et chez les anglophones, en dehors de la Chambre des représentants, il y avait aussi l'Assemblée des chefs, puisque on peut dire que cette assemblée était un peu comme le Sénat d'aujourd'hui. Alors donc, voilà une jeune nation avec 3 gouvernements, 4 assemblées, et puis, je vous dis, 3 fonctions publiques. Il y avait une fonction publique au niveau fédéral, une fonction publique au niveau de chaque État fédéré. Vous comprenez? Bon, c'était très lourd. Et puis, 2 systèmes de monnaie. On avait le franc CFA, n'est-ce pas, au Cameroun francophone, et la livre sterling chez les... Bon. Et le système judiciaire était encore très compliqué. Nous, au niveau de l'État francophone, il y avait le Code de Napoléon, n'est-ce pas, puisque nous avons hérité les lois françaises avec le système de preuves. Et chez les anglophones, le common law avait le système de jury. C'est-à-dire, pour eux, si par exemple, il y a un voleur, bon, avant que le magistrat tranche, le jury est composé, par exemple, des commerçants, des paysans, des fonctionnaires, c'est l'avis du jury qui permet, n'est-ce pas, au président du tribunal anglophone de décider. Donc c'était très compliqué, très compliqué. Et nous avons souffert, il y avait tellement des inégalités que finalement Aïjo a demandé que ce système fédéral qui prenait beaucoup d'argent, vous imaginez 3 fonctions publiques, qu'il fallait créer désormais un État avec un gouvernement, une assemblée et une législation, une cour de justice avec des tribunaux. Donc c'est pour cela qu'on a évolué vers l'État unitaire avec le référendum du 20 mai 1972. Je crois que c'est comme ça qu'on a évolué vers l'État unitaire, à cause des difficultés, et puis 2 langues, l'anglais et le français, c'était très compliqué. Je vous dis, c'était très compliqué. Monsieur, nous allons observer la deuxième pause de cette émission. Nous vous proposons de suivre encore cet élément. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. La fête de l'unité nationale a été instituée le 20 mai 1972, à l'occasion d'un référendum où le Cameroun anglophone et la partie francophone ont voté pour un État unitaire, contrairement à l'État fédéral existant à cette époque. Ainsi, le 20 mai devint une fête nationale d'un pays qui s'appellera désormais République unie du Cameroun. La fin d'une époque, la fin d'un calvaire. En effet, les faits remontent. Dans les années 1961, lors de l'unification du Cameroun français et le Cameroun méridional britannique, le pays prit alors le nom de République fédérale du Cameroun. On ajoutera par la suite 2 étoiles sur le drapeau du Cameroun français afin de symboliser la fédération. En 1962, le franc CFA devint la monnaie officielle des 2 Camerouns. Aussi, le multipartisme sera alors interdit définitivement et laissera la place au parti uni, UNC, Union nationale camerounaise. 50 ans plus tard, le berceau de nos ancêtres, la souffrance de nos pères, de nos frères, de nos sœurs et de nos mères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les extrémités du pays, magnifie cette journée où le Cameroun a dit oui à l'acceptation de son individualité aujourd'hui. Plus que jamais, le plaisir de revoir après 2 ans de manquement ce magnifique sourire que nous a laissé les pères fondateurs. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Chers téléspectateurs, vous regardez Par ici la vérité. Nous nous intéressons à l'actualité du monde, du Cameroun, de l'Afrique et même du monde. Aujourd'hui, nous parlons de la conférence de Fumban. Et comme invité, nous recevons le professeur Lou Amadou. Alors, professeur, nous poursuivons avec l'émission.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'État unitaire. Alors, la différence, c'est quoi avec l'État fédéral? L'État unitaire, c'est quoi concrètement, professeur Louis? Bon, l'État unitaire, je viens de vous dire que devant les difficultés rencontrées au niveau de l'État fédéral, avec des multiples gouvernements, des multiples assemblées, des multiples fonctions publiques, il fallait créer un État où on a un gouvernement, une fonction publique, une assemblée, et puis, bon, vous voyez, c'est... Donc, l'État unitaire, désormais, c'était un État avec un seul gouvernement. L'État unitaire, c'était un État avec une seule assemblée législative, ou assemblée nationale. Et à côté de ça, une fonction publique. Donc, le référendum de 1972, où tout le monde a voté, y compris les anglophones, parce qu'on nous avait sensibilisés aux difficultés, n'est-ce pas, rencontrées par l'État fédéral. Et que si on veut construire une nation, la construction d'une nation, sortir du sous-développement, on ne devrait pas se donner le luxe d'avoir 3 gouvernements, 4 assemblées et 3 fonctions publiques avec 2 systèmes de monnaie différents et avec aussi un système scolaire très compliqué. Alors, il fallait donc évoluer vers un État où, comme tout le monde, un gouvernement, une assemblée nationale, une fonction publique. Voilà ce qu'un État unitaire. Actuellement, professeur, les zones anglophones sont en crise. Il y a une crise sociopolitique qui se vit actuellement dans les régions du Nord et celles du Sud-Ouest. Professeur, quel message à l'endroit de nos frères de ces 2 parties du Cameroun qui nous regardent en ce moment? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'ils estiment, voilà, comme tout à l'heure, oui, que leurs parents avaient été piégés, que les francophones n'avaient pas joué franc jeu avec leurs grands-parents lors de la conférence de Fumban en 1961. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Non, je dis à cette jeunesse que c'est faux et archi faux que leurs grands-parents ont été piégés. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on est venu reviser la Constitution, il n'était pas question de créer un nouvel État. On a tout simplement revisé la Constitution. Et tous les anglophones étaient là pour examiner la Constitution de fond en comble. C'est même une délégation anglophone qui a demandé, n'est-ce pas, d'élire le président fédéral au suffrage universel. Oubliant qu'en l'élisant au suffrage universel par toute la nation, on renforçait ses charges. Non, il n'y a pas eu de tromperie à Njinka. On a tout simplement essayé de voir comment vivre ensemble avec des gens qui avaient 2 systèmes différents, qui étaient très divisés. Puisqu'on avait 2 systèmes, le système de, disons, anglophone, système britannique, et le système issu de la République française. Donc, on était trop divisés. Il fallait donc voir comment vivre ensemble sous un régime fédéral. Alors, vous me dites maintenant, il y a de la violence. C'est vrai, il y a la violence. À Bamenda, il y a la violence, n'est-ce pas, dans le sud-ouest, à Buea. Oui, je dis à la jeunesse que la conférence de Fumban, c'est fini. Le plébiscite du 11 février 1961, c'est fini. Aujourd'hui, je demande à cette jeunesse de voir comment nous pouvons vivre ensemble.
et pour vivre ensemble, je propose que le véritable problème qui nous gêne aujourd'hui, c'est la langue. Parce que on ne peut pas affecter à Betere Oya un infirmier anglophone pour soigner les malades à Betere Oya quand il ne connaît pas bien parler français. On ne peut pas affecter quelqu'un de Fongo Tongo, de Champ, n'est-ce pas, à Manfé, qui ne maîtrise pas l'anglais, pour peut-être enseigner dans des écoles. Donc, vraiment, le véritable problème de notre état bilingue, c'est la langue. Pour moi, si on arrive à renforcer l'anglais chez les francophones, si on arrive à renforcer le français chez les anglophones, en exigeant par exemple qu'au niveau de la fonction publique, avant que quelqu'un ait le matricule, on vérifie qu'il parle bien les deux langues. Parce que vous ne pouvez pas être un médecin francophone pour aller soigner les gens à Santa sans comprendre le français, sans parler avec vraiment aisance. Voilà, vous comprenez? Donc, il nous faut des élites. Il nous faut des élites anglophones et francophones éduquées. Quand on aura des leaders d'opinion éduqués, pas ceux qui cherchent des suffrages à base du tribalisme. Vraiment, tant qu'on va trouver des élites éduquées, ces élites éduquées vont encourager l'usage de la langue anglaise et l'usage de la langue française, pour qu'on puisse avoir au sud du Sahara un grand pays bilingue qui va... Je vous dis que si le Cameroun devient un grand pays bilingue au sud du Sahara, tout le monde va profiter. Les organisations internationales, vous savez, l'anglais est très parlé dans le monde. Hein, très parlé dans le monde. Et sur le plan diplomatique, on va beaucoup profiter, même dans les relations commerciales internationales, nous allons beaucoup profiter. Et je dis que le véritable problème des Camerounais, c'est qu'on n'a pas des élites suffisamment éduquées pour comprendre l'importance de la langue anglaise, l'importance de la langue française que nous avons hérité de la colonisation. C'était vraiment une chance. Donc, ce premier problème de la langue résolu, le deuxième problème, pour arrêter ces violences dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, pour arrêter ces violences, c'est la décentralisation. Il faudrait que le conseil régional, on a déjà 10 régions, si les conseils régionaux ont les moyens de résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Les problèmes locaux. Voilà, les problèmes locaux, c'est l'entretien des routes, les écoles, les hôpitaux, les marchés, etc., etc. Au lieu qu'un ministre est à Yaoundé, il délègue une partie de son pouvoir, n'est-ce pas, dans les régions. Non, ce n'est pas ça, la décentralisation. La décentralisation, ça veut dire... Je te donne un exemple simple. Oui. Supposons que le budget du Cameroun est 15 milliards, n'est-ce pas? Oui. Très simple, 15 milliards. Oui. On dit que comme on a 10 régions, chaque région a 1 milliard. Et les 5 milliards restent à Yaoundé, et chaque région a 1 milliard. Que ce milliard atteigne le conseil régional pour résoudre les problèmes au niveau local. Moi, je pense que la langue et la décentralisation, ça dépasse même la fédération. C'est une question de connotation. Ça dépasse ça dépasse le système fédéral. Un jour, un ami me dit, mais Lou, tu parles de décentralisation, mais le Nigeria est un régime fédéral. Je dis que oui, mais on parle combien de langues au Nigeria?
Il me dit une langue. Je dis, mais nous avons connu des difficultés parce que quand on a institué le régime fédéral, avec 2 langues et 3 fonctions publiques, ça ne pouvait pas marcher. Donc, le véritable problème est qu'on arrive à vulgariser ces 2 langues en exigeant que chaque fonctionnaire, puisqu'on peut affecter à Batouri un anglophone. Comment on peut affecter quelqu'un d'originaire d'Abomban, n'est-ce pas, à Manfé? Si le sous-préfet, supposons qu'il y a un originaire, un maquia, qui va comme sous-préfet à Manfé, mais s'il ne maîtrise pas la langue anglaise, bon, si maintenant on nomme un médecin-chef qui est par exemple un Vidicum de Bamenda, on dit va soigner les gens à Fumbat. Mais s'il ne parle pas bien français, il ne peut pas diagnostiquer. Voilà, vous comprenez. Donc le véritable problème dans notre pays, c'est la langue et cette décentralisation. Il est question maintenant que vous qui allez prendre notre relève, que vraiment vous faites tout. Vous essayez de faire en sorte que la décentralisation devienne effective. Pas la déconcentration, je dis bien pas la déconcentration, mais la décentralisation. Donner les pouvoirs aux élus locaux pour qu'ils puissent résoudre les problèmes locaux. Si on arrive à faire cela, je vous dis que ces violences où on détruit, on incendie des écoles, des hôpitaux, on inquiète les écoles, etc., etc., cette violence sera arrêtée. Parce que la décentralisation et l'usage courant de ces 2 langues, ces 2 problèmes vont faire du Cameroun un grand Cameroun. Mais pour cela, il faut qu'on ait des leaders d'opinion éduqués, pas ceux qui font leur politique à base du tribalisme ou de clanisme. Vous comprenez? Non, il faut qu'on mette fin à ça. Voilà ce que je suggère comme solution pour arriver à un pays où il y a la paix. Nous allons observer la toute dernière pause de cette émission. On se retrouve dans une poussière de secondes. A tout de suite. Grande effervescence à la place des fêtes de Massangam, arrondissement situé dans le département du Noun. Les citoyens de cette partie du pays ont pris d'assaut cet endroit pour démontrer leur attachement à l'unité nationale à Massangam. C'est la gendarmerie nationale qui va donner le ton du défilé, suivi par les membres du comité de vigilance. Puis, la parade des élèves du primaire et ceux du secondaire. Ces derniers vont appeler à la paix pour la consolidation des acquis de l'unité nationale. À Massangam, les récipiendaires vont recevoir des médailles dans la joie. 2 partis politiques vont prendre part au défilé, à savoir l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Et le RDPC. 2 heures, c'est le temps qu'aura mis le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la grande parade du 20 mai à Massangam. Nous allons continuer la sensibilisation pour discipliner davantage les militants des partis politiques pour qu'on mette un terme définitif aux provocations, intimidations, aux formes de violence observées jusqu'ici. Je tiens d'abord à féliciter le président de la République, chef de l'État, chef des armées. C'est grâce au président Biya que tout ceci est possible. Vous les médias, vous voyez exactement la réponse et ce que la population est en train de faire. Ça, c'est du jamais vu à Massangam. Nous voyons que Massangam a besoin, Massangam a soif du développement. Et je pense qu'il est temps que les choses changent. Donc, vous me demandez les impressions. Je vous laisse vous-même décider. À Bangourène, toujours dans le Noun, l'on va vivre des grands moments de fusion et de communion. La gendarmerie nationale va débuter le défilé, suivi par les élèves de la maternelle, du primaire et ceux du secondaire. À Bangourène, des citoyens seront récompensés pour les bons et loyaux services rendus à la nation. 2 partis politiques vont aussi prendre part au défilé, notamment
l'UDC et le RDPC. Je voudrais également vous dire que nous avons assisté à une parade, mais ce n'était pas seulement une parade parce que avant de venir ici, j'ai présidé des réunions de préparation et tout ce qui a été fait ici est le fruit et la résultante d'une préparation qui a été bien menée. Donc je voudrais dire ici que dans l'arrondissement de Bangourin, sur le plan de la multitude des ethnies et des cultures ici, c'est une réalité. Les peuples Bamoun, aux côtés des peuples Boro, aux côtés des peuples et des personnes venues de la région du nord-ouest voisine, c'est des personnes qui vivent en toute paisibilité. Donc je dois dire que sur ce point-là, l'arrondissement de Bangourin fume effectivement le calumet de la paix. Mes impressions sont très bonnes à l'issue de cette célébration de la 52e édition de la fête de l'unité à Bangourin. L'unité nationale à Bangourin est une réalité vivante. C'est une réalité vivante ici à Bangourin. Vous avez vu par la mobilisation des populations qui sont venues des 4 points d'arrondissement de Bangourin pour célébrer avec faste cette édition de la fête nationale du Verlet. Et à ma double casquette de président de session et de maire de la commune de Bangourin, je voudrais également profiter de cette occasion pour dire merci à l'ensemble des militants et militantes de la session NUN Centre 2, la session RDPC NUN Centre 2 à Bangourin pour leur mobilisation autour de cette fête ici. La mobilisation a été monstrueuse. Vous avez vu cette démonstration de force que ces militants ont présentée à la tribune d'honneur lors de leur passage. À Fumban, chef-lieu du département du Noun, la grande parade militaire et civile sera présidée par le préfet Donatien. La célébration de la 52e édition de l'avènement de l'État unitaire va permettre aux populations de la Cité des Arts de démontrer le patriotisme à l'endroit de la nation. Nous voudrions aussi féliciter le comité d'organisation avec tous les acteurs, nous n'oublions pas la presse bien sûr, de cette merveilleuse culture sécuritaire. On travaille aussi, parce que nous rêvons de faire de ces enfants les meilleurs de la ville de Fumban. Sans oublier le grand déploiement des associations et des partis politiques comme le RDPC, mais avec une démonstration de force de l'UDC. Retour sur le plateau avec le professeur Lou Amadou. Nous parlons aujourd'hui de la conférence de Fumban. Alors professeur, armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, tel a été le thème de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. Votre lecture, professeur? Bon, je me limite seulement à un Cameroun uni et prospère. Pour qu'on arrive à vivre ensemble sans difficulté majeure, sans violence, je pense que j'ai déjà même essayé de vous expliquer, de vous parler de la décentralisation. Si on a des fils et filles qui aiment le Cameroun, il faut que cette décentralisation devienne effective. Parce que en remettant les moyens aux conseils régionaux, ils seront en mesure de résoudre les problèmes au niveau local. Et c'est comme ça qu'on peut désamorcer beaucoup de conflits. Donc le Cameroun ne sera prospère que si cette langue pour laquelle j'insiste, c'est-à-dire que tout fonctionnaire de l'État, tout agent de l'État, de plus petit grade au plus élevé, ces agents de l'État doivent parler couramment les deux langues. Donc, créer un Cameroun prospère, c'est
développer toutes ces ressources dans l'intérêt des Camerounais. Je suis choqué que jusqu'à aujourd'hui, sur le plan agricole, nos femmes travaillent toujours avec la houe. Nos femmes aiment la terre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon. Il faudrait peut-être qu'on arrive. Le chef de l'État l'avait dit à Ibolova, il y a de cela plusieurs décennies. Et je pensais que, à partir de ce comice qu'il avait inauguré, on devrait créer des champs communautaires. Il avait dit que la terre ne trompe pas. Oui, et moi je pensais que, par exemple, toutes les terres vacantes devaient être, n'est-ce pas, déblayées, nettoyées, et puis exploitées et fixer les jeunes dessus. Hein? Pourquoi on ne crée pas de champs communautaires? Pourquoi on ne modernise pas la pêche? Hein? Nous avons de très riches terres. Et puis, le cacao, par exemple, puisqu'il parle du Cameroun prospère. Quand je suis en Europe, je vous dis, sur chaque table, je vois le chocolat. Presque 10 Européens, c'est-à-dire sur 10 Européens, il y a au moins 8 qui ont sur leur table le chocolat. Mais pourquoi ne pas développer, n'est-ce pas, ces usines à travers notre pays? Nous produisons le cacao, mais regarde l'État, regarde dans quel état vit le paysan qui cultive le cacao. Très pauvre. Donc, si on a des usines, si on arrive à créer, n'est-ce pas, à Douala ou à Yaoundé, n'est-ce pas, hein, des usines qui fabriquent le chocolat, etc., etc., mais la plus-value, le paysan va profiter. Donc, on ne peut pas arriver à un pays prospère si le Cameroun n'est pas industrialisé. Il faudrait donc que, sur le plan agricole, vraiment, on trouve des moyens pour que toutes ces riches terres, regarde les riches terres du Mungo, à partir de Penja jusqu'à Melon, n'est-ce pas? Vraiment. Hein? Quand vous passez là, vous voyez des bananeraies, des champs de vieilles, etc., même la zone anglophone. Il faudrait qu'on ait des leaders d'opinion éduqués. Vous comprenez? Oui. Si les leaders d'opinion fondent toute leur politique sur le tribalisme, on n'aura jamais un État prospère. Oui. Et moi, je souhaite que, vraiment, pour moi, que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, si tu es patriote, moi je te vote. Vous comprenez? Oui. Donc il faut des hommes qui aiment ce pays. On ne peut pas créer un État prospère si on n'a pas des leaders d'opinion éduqués qui ont compris le problème de langue, qui ont compris le problème de décentralisation et cherchent à ce qu'ils retiennent nos jeunes. Quel est l'intérêt de créer un champ communautaire? Ça va même développer le sentiment national, c'est-à-dire qu'en faisant travailler des gens sur des hectares ensemble, vraiment, un sentiment d'appartenance sera né là. Et puis, ça peut même arrêter les grands banditismes. Oui. Regarde les zones rurales. Hein? Beaucoup de Bamoun sont à Douala, à Kiossi. Comment les retenir? Si on crée des vastes champs communautaires grâce au conseil régional, mais nos jeunes vont rester sur place et puis ils vont aimer le pays. On ne peut pas aimer le pays dans la misère. On ne peut pas aimer le pays dans la pauvreté. Hein? Donc il faut qu'on arrive maintenant à réfléchir sur la possibilité de faire de ce Cameroun un pays riche et prospère. Et je dis que nous avons beaucoup de ressources, nous avons beaucoup d'atouts. Les riches terres, les forêts, le sous-sol. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi nos jeunes partent mourir dans des mers, dans des océans, etc., etc. Parce que des élites non éduquées n'arrivent pas, n'est-ce pas, à les retenir. Donc, je fais appel aux leaders d'opinion qui doivent vraiment réfléchir sur leur rôle
pour que nos jeunes puissent exploiter ce beau pays dans l'intérêt de ce beau pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'essentiel à retenir de cette émission, l'essentiel à retenir. Bien, l'essentiel à retenir, c'est que la conférence de Fumban, c'est fini. Le régime fédéral, c'est fini. Ce qu'il nous faut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons un État unitaire auquel les Camerounais attachent beaucoup de prix. Et comment nous allons maintenant vivre ensemble dans cet État unitaire? Je dis donc que l'essentiel pour moi, c'est d'abord de développer ces deux langues que nous avons héritées de la colonisation, le français et l'anglais, de telle sorte qu'un agent de l'État qui se retrouve dans une zone soit capable de servir la nation avec efficacité. Et pour servir la nation avec efficacité, l'anglophone doit bien parler français. Le francophone doit bien parler anglais. Et pour terminer, nous avons déjà en 1991, avec la tripartite, il était question de décentraliser le régime. Nous venons aussi de faire un grand débat. Il y a eu un grand débat national, n'est-ce pas? Où, il y avait même des résolutions. Voilà, où on a décidé de décentraliser le régime et de donner même aux anglophones un régime particulier, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas pourquoi ça bloque. On devrait en ce moment, vraiment les conseils régionaux devraient en ce moment faire le bilan de leurs activités à la population. Je souhaite que pour arriver à l'état émergent ou l'état peut-être prospère, puisqu'on parle maintenant de prospère, un Cameroun prospère et uni, le Cameroun ne sera uni que si les gens ne sont pas affamés. Et pour que les gens ne soient pas affamés, il faut qu'on développe, n'est-ce pas, nos ressources qui existent dans le pays, dans l'intérêt de nos populations. Je souhaite avoir un pays riche comme le Sénégal, pourquoi pas. Mais on peut donc, n'est-ce pas, vraiment, et former des élites vraiment éduquées, pas des élites qui utilisent le tribalisme pour avoir des suffrages et puis après, ça crée la violence un peu partout. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, c'était un plaisir de vous accueillir. Tant que je suis là, vous êtes bienvenus chez moi. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne suis pas un leader d'opinion. C'est vous qui le dites, professeur. Merci. Pour nous, vous devrez même être ministrable. Oh là là, ça sert à rien si on n'a pas de moyens, mon fils. Déjà, nous voulons que les conseils régionaux fonctionnent bien. Moi, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Il faudrait vraiment qu'on débloque. Et puis, les gens commencent, n'est-ce pas, à rendre service à nos populations. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Ça a été un plaisir de vous savoir très nombreux. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro dans Par ici, la vérité. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà.